Un candidat aux élections présidentielles a tenté récemment de transformer un meeting électoral en débat. Alors, en quoi et comment a-t-il eu raison de donner la parole à la salle comme il l'a fait? Pour le savoir, il faut essayer de comprendre la typologie des différents types de dialogue. Le dialogue, ça consiste à rentrer dans la complexité. La complexité, elle est définie d'abord par la quantité de participants. Alors évidemment, quand on est avec un seul interlocuteur, on fait un entretien individuel, c'est déjà pas facile de dialoguer. Alors après, dans une réunion de travail, beaucoup en pratique, bien souvent, on voit que tout le monde ne participe pas dans une réunion de travail, donc c'est pas facile non plus. Alors, construire une conférence lors de laquelle un seul va parler à de nombreuses personnes, de nombreux participants, un public large, là aussi, ça se prépare. Donc une conférence, quand quelqu'un a un exposé ex cathedra à livrer, c'est quelque chose qui suppose beaucoup de travail en amont. Alors, quand on veut non pas une seule personne qui puisse s'exprimer, mais quand on veut monter dans une diversité des intervenants, cette fois-ci, non plus seulement une quantité des participants, mais deuxième paramètre qui définit le dialogue, une diversité des intervenants, alors on rentre dans une logique de médiation si on n'est pas nombreux, une convention de cadre par exemple si on est un peu plus nombreux, et puis un congrès de partis si on est encore plus nombreux avec divers courants qui peuvent présenter différentes motions, et il peut y avoir un affrontement entre motions, mais il y a d'ailleurs très rarement une agrégation des motions, une articulation des motions les unes avec les autres pour bâtir une motion d'une qualité supérieure. Donc, par contre, si on veut aller encore plus loin, il faut intégrer la vraie diversité des intervenants, c'est-à-dire, là par exemple, on est dans une logique qui est celle des sommets diplomatiques avec une grande quantité de chefs d'État. Là, ils sont tous différents, ils présentent des intérêts géostratégiques qui sont potentiellement conflictuels, avec des risques d'affrontements violents d'ailleurs parfois. Donc là, c'est plus compliqué. Alors, on peut être dans une logique avec une plus grande quantité de personnes, une assemblée générale, avec des personnes qui peuvent être toutes là parce qu'elles ont un point de vue particulier qui est le même. Et en même temps, elles peuvent être amenées à débattre. Et puis alors, s'il s'agit de donner la parole à toute la diversité des intervenants en grande quantité, là, ça veut dire que nous nous plaçons dans une logique qui est un débat à caractère citoyen, la citoyenneté étant entendue comme montée dans la recherche de l'intérêt général, dans la recherche de la complexité. Alors, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les modèles de débat actuels. Alors d'abord, en termes de participants, la présence de certaines personnes doit être élargie. On ne peut pas limiter les invitations à des seuls sympathisants qui seraient déjà convaincus, qui seraient des proches, des obligés qui sont redevables à l'organisateur ou qui viennent là parce qu'on va boire le vin d'honneur, le pot d'amitié à la fin, ou on va se voir offrir un stylo ou un pins, non pas seulement limité à des acteurs qui sont contre et qui viennent là parce qu'on est contre le maire organise son événement et on vient faire non pas la claque mais l'anti-claque. Donc là, dans une logique habituelle, traditionnelle, il y a une absence d'une grande quantité de parties prenantes. Ça n'est plus satisfaisant. Il faut élargir la présence à tous les acteurs concernés. Donc les invités, non pas seulement de l'organisateur, mais l'organisateur doit co-organiser avec un certain nombre d'autres acteurs pour multiplier la diversité des personnes invitées de façon à s'assurer que tous les acteurs concernés puissent être présents. Deuxièmement, il faut également, dans cette logique qui consiste à élargir la présence à plus de participants, s'assurer que tous les acteurs constructifs sont présents. C'est-à-dire qu'il faut recenser les propositions en amont, être capable de savoir qui les porte et être capable de faire venir les acteurs qui portent ces propositions. Et puis, il faut même faire venir les praticiens, tous ceux qui ont des pratiques qui relèvent du sujet, de façon à s'assurer que les bonnes pratiques sont identifiées, les moins bonnes sont identifiées, les contextes dans lesquels on opère, les uns et les autres opèrent, sont bien mis à plat, de façon à dire c'est pas si facile que ça de dire ta pratique, là on peut la déployer partout. Ben non, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour pouvoir poser tel ou tel acte. Et donc finalement, si on veut élargir la présence et non plus la limiter à tous les acteurs responsables, ça c'est un premier paramètres à prendre en charge pour faire évoluer les formes de débat actuelles. Deuxième grand paramètre,
après les participants, ce sont les intervenants. Il faut faire très attention parce que d'habitude, la parole est confisquée. C'est-à-dire que qui s'exprime? Généralement, les extravertis, qui sont les forts en gueule, les orateurs, qui ont une aisance, une capacité d'expression orale, et puis les suiveurs, qui sont en accord avec l'avis majoritaire. Quand quelqu'un parle, on sent que la salle est en accord, et donc là, on dit « bah oui, super, je vais dire moi aussi que je suis d'accord », et finalement, si je ne suis pas d'accord, je vais me taire. Donc la majorité silencieuse reste silencieuse et se tait dans la plupart des débats actuels. Et donc, si on veut modifier les intervenants et les élargir, il faut distribuer la parole, la distribuer à tous les acteurs, les introvertis, en accompagnant leur expression, les minoritaires, en les sollicitant de façon systématique, et les innovants, de façon à les mettre en valeur pour faire en sorte que toutes les minorités puissent s'exprimer. Un débat, ce n'est pas la parole à la majorité, c'est la parole aux minorités qui sont dans une position différente, qui peut-être n'ont pas compris quelque chose, et peut-être ont mieux compris que la majorité, puisque finalement, l'innovation, elle vient des gens qui au départ sont seuls. Donc si on ne va pas chercher les gens qui sont esseulés et minoritaires, on ne peut pas construire un débat de qualité, porteur d'innovation. Troisième grand paramètre, après les participants, les intervenants, nous avons l'animateur. Alors, attention à l'animateur expert qui connaît tout mieux que le public. Attention même à l'animateur amateur qui ne sait pas préparer les interventions, qui ne sait pas reformuler ce que les gens ont dit, qui ne sait pas accompagner l'expression de chacun, qui ne sait pas agencer l'expression des uns dans l'expression des autres pour éviter l'empilement d'idées dans lequel on reste bien trop souvent. Donc il faut que l'animateur soit un expert de la méthode. Ça veut dire une préparation exhaustive, une reformulation précise dans le cadre d'une grille préétablie, une grille d'analyse sur le sujet, avec un agencement de tous les arguments entendus, et même en complétant certains arguments avec certains arguments qui pourraient ne pas avoir été émis par la salle. Et donc, il s'agit non pas d'empiler des idées pour un animateur averti, mais de construire un raisonnement collectif qui agrège les informations des uns et des autres. Donc en fait, si on veut pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut prendre en charge les 5 dimensions du dialogue. Alors première dimension, le thème, de quoi parle-t-on? Alors si il n'y a pas de thème, si on parle de tout et n'importe quoi, un coup de ce que c'est qu'un président de la République, un coup de ce que c'est que la politique de santé, après la politique de retraite et après l'emploi, c'est pas possible, il n'y a pas de débat. Il faut, pour lancer un débat, formuler une question sur un sujet précis qui contient principalement une question ouverte qui appelle des propositions constructives. Deuxième dimension du dialogue, c'est avec qui? Il faut être capable d'inclure toutes les parties prenantes de façon à inviter tous les porteurs d'informations, s'assurer que tous ceux qui détiennent une part de la vérité sont présents. Troisièmement, sont présents, sinon physiquement dans la salle, mais ils sont présents dans le processus de préparation, d'animation de l'événement et de suivi de l'événement. Le moment, c'est quand? Alors là, quand on est en campagne électorale, il y a un gros problème, parce que normalement, il ne faut pas fixer un calendrier dont l'une des parties prenantes dépend, qui vient à ce moment-là imposer son intérêt et ses propres agendas à l'ensemble des autres parties prenantes. Évidemment, quand un candidat vient distribuer la parole, on sait qu'il n'est pas là pour donner la parole. Et il est là pour expliquer qu'il est meilleur que les autres et qu'il faut qu'on vote pour lui. Il est dans un acte de vente et pas dans un acte de réflexion. Malheureusement, donc, la campagne électorale n'est pas un instant propice au débat. Donc le lieu, enfin, où, évidemment, il faut choisir un lieu non partisan, et puis la méthode, surtout la méthode, comment se parle-t-on? Là, je vous invite à retourner voir les rapports l'État social de la France, de l'Europe et du monde, dans lesquels nous présentons un deuxième tome, finalement, du discours de la méthode. Donc, pour organiser ce débat, ça veut dire qu'il faut le préparer attentivement, il faut l'animer pour être capable d'embrasser la complexité, de construire une compréhension
approfondie des enjeux. Si on ne fait pas ça, alors on n'est pas capable de construire un raisonnement synthétique qui agrège et qui montre à tout le monde qu'on a bien entendu chacun et qui permet à ce moment-là de parvenir à une conclusion innovante, commune et partagée. Et à ce moment-là, on ne serait pas capable de catalyser le changement social. Donc finalement, il s'agit non pas de venir de façon impromptue, non préparée, changer le mode d'animation d'une campagne électorale à laquelle on a l'habitude d'être tout seul sur scène à parler, puis d'un seul coup on fait venir des gens qui parlent de tout et n'importe quoi. Non, il faut construire un système, une structure qui consiste à ajouter un nouvel étage de gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut bien entendre que la démocratie, ça n'est pas un processus de décision, c'est un processus de débat qui peut aboutir évidemment à la décision. Mais la décision, on peut élire quelqu'un qui prend des décisions, mais surtout ce que l'on cherche à travers un mécanisme de débat, c'est la capacité à réfléchir ensemble, à impliquer tout le monde dans la réflexion. Et ça veut dire que l'impact de ce nouvel étage de gouvernance consiste à bâtir de la citoyenneté. La citoyenneté, encore une fois, étant entendue comme la montée dans la prise en charge de la complexité, passer de l'intérêt particulier, ce qui est déjà pas facile, s'occuper de son intérêt particulier et de son intérêt personnel, faire monter ça, cet intérêt, dans le collectif, et puis des collectifs de plus en plus différents pour arriver à l'intérêt général. C'est ça qui bâtit du lien social, en solidarité avec la diversité des personnes, la diversité des intérêts particuliers, la diversité des vécus, des parcours, des propositions, et puis faire monter aussi la performance en faisant en sorte que chacun puisse apprendre, comprendre, pour innover, pour renforcer sa capacité. Si on fait ça, on construit une société nouvelle, avec une culture de responsabilité collective qui produit du vivre ensemble, c'est-à-dire construire le respect de tout par tous, et du respect de tout et de tous, et à construire par ailleurs du réussir ensemble, c'est-à-dire la capacité à catalyser la transformation sociale. Donc on le voit, passer d'un mode d'animation d'une campagne électorale dans laquelle une personne vient expliquer son programme pour dire « votez pour moi », à un système d'événementiel dans lequel on va donner la parole au public pour organiser la réflexion collective, c'est un tout autre monde. Il faut y aller, l'intention est louable, mais il faut y aller non pas en amateur, mais de façon extrêmement structurée, sinon on prend le risque de décrédibiliser toute tentative de démocratie participative. Donc les candidats, je vous en prie, les dirigeants, je vous en prie, de toutes les sphères, lorsque vous décidez d'entrer dans un mécanisme de débat, faites-le de façon professionnelle, préparez tout, animez de façon extrêmement précise, sinon vous allez à l'échec et vous nous entraînez dans l'échec. Nous ne voulons pas ça. Et vous ne voulez pas ça pour les citoyens, ni pour la société. Merci.